Parfait. Donc, nous avons le plaisir, Nadia et moi-même, de vous parler cette fois-ci de notre expérience en tant qu'utilisatrice de la TEP IRM, mais cette fois-ci dans une autre indication qui est la cancérologie maxillofaciale. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, très brièvement, moi aussi, pour évoquer la date de 2014, qui est la date à laquelle nous avons obtenu l'autorisation de l'ARS pour pouvoir utiliser la machine TEP IRM en recherche, certes, mais également en clinique. Alors, sur un projet médical qui était clairement centré sur l'exploration de la tête et du cou, avec énormément d'examens effectivement faits pour les maladies neurologiques, mais aussi nous nous étions engagés à prendre en charge les patients suivis en oncologie maxillofaciale, ce que nous avons fait. Alors, l'ARS nous a donné cette autorisation, mais nous a aussi chargé d'une mission qui consistait à évaluer en clinique l'utilisation de cette machine, ce qui consistait à déterminer les indications, déterminer les protocoles d'acquisition des traitements et travailler à l'optimisation du parcours des patients. Et c'est ce résultat-là que nous allons vous montrer en partie maintenant. Alors, pourquoi est-ce que nous avions décidé de prendre en charge les patients en oncologie cervico-faciale en TEP IRM? Parce que le fait de pouvoir disposer à la fois du contraste optimal, contraste tissulaire, de très très bonne qualité, pour cette région-là qui est d'une complexité anatomique folle, c'était vraiment un avantage. D'autre part, le fait de disposer à la fois de l'information structurelle, de l'information multiparamétrique de l'IRM, mais également couplé à la formation moléculaire, pour nous, c'était un peu le garant d'obtenir une exploration précise et tout à fait exhaustive du tissu tumoral, de son environnement tumoral, etc. Il se trouve qu'en plus, on peut avec cette machine faire tout un tas de combinaisons possibles et que l'analyse de ces différents marqueurs, elle est optimale puisque les images sont acquises de façon simultanée. Donc, il n'y a pas de problème de recalage. Le confort pour le patient, il nous semblait évident. On prend en charge des patients qui sont quand même très fatigués et qui du coup ne se déplacent qu'une seule fois dans le service pour faire 2 examens qui de toute façon ils auraient fait mais dans des services différents. Ensuite, les données de la littérature laissent à penser qu'on aurait une amélioration de la quantification en TEP grâce aux informations apportées par l'IRM, correction de mouvement, meilleure visualisation des petites structures, correction d'effets de volume partiel, etc. Et puis, la machine est arrivée. Elle a été mise en service en septembre 2015. Il s'agit d'une caméra donc, de General Electric couplant un TEP temps de vol et une IRM 3 Tesla. Et puis, il a fallu passer de la théorie à la pratique. Et là, nous avons été submergés d'une multitude de questions sur la façon de faire, très concrètement, lorsqu'il a fallu prendre en charge les premiers patients. Alors, ces questions, elles portaient sur, d'une part, en oncologie maxillofaciale, il y a une multitude d'indications. Quelles seraient les indications qui bénéficieraient le plus de cette technique hybride? Ensuite, il a fallu passer à la définition du protocole d'acquisition. Comment faire pour sélectionner les séquences IRM qui nous semblaient les plus pertinentes, celles qui nous permettraient d'obtenir avec la TEP un maximum d'informations synergiques, tout en ayant quand même une durée d'examen relativement courte, parce que nous nous étions engagés quand même la première année sur un mi-temps clinique à faire 1200 examens. Ce qui était quand même un enjeu probablement un peu excessif. Ensuite, il se trouve que avec cette machine, la correction d'atténuation qu'on utilise, et Marie-Odile vous en a parlé, c'est une correction d'atténuation qui repose sur l'utilisation de l'IRM, d'une segmentation d'IRM. Et on se demandait bien en fait ce qu'allait donner cette correction d'atténuation sur la mesure du métabolisme chez ces patients-là. Alors, la première question à laquelle il a fallu répondre, c'était quelles étaient les indications que nous allions prendre en charge en oncologie maxillofaciale. Alors, tout ça a été longuement discuté entre les imageurs, donc médecins nucléaires, radiologues, et puis bien évidemment les principaux concernés, ensuite les chirurgiens maxillofaciaux, avec des discussions qui se sont limitées à quelques chirurgiens référents. Nous avons longuement écouté leurs problématiques, et puis ensuite on a sélectionné un certain nombre d'indications, mais dans un nombre très restreint, parce que ce qu'on souhaitait, c'est au bout d'1 ou 2 ans d'exercice, d'avoir quand même des données qui soient relativement homogènes pour pouvoir ensuite être analysées rétrospectivement et évaluer justement la technique dans ces indications-là.
Alors, les indications que nous avons prises en charge, c'était le bilan initial d'études des cancers à un stade avancé, parce que avoir une délimitation tumorale dans ces formes-là est extrêmement importante, parce que ça conditionne l'opérabilité des patients, ça conditionne même le geste chirurgical qui va être fait. Avec une question en plus qui est extrêmement importante et à laquelle on ne répond pas bien encore à l'heure actuelle, qui est la question de l'évaluation de l'infiltration osseuse dans les cancers gingivomandibulaires, avec un impact thérapeutique qui est quand même extrêmement important. Ensuite, nous avons depuis le début pris en charge des patients qui avaient un carcinome adénoïde kystique. Alors ça, c'est un cancer des glandes salivaires qui est relativement rare, mais qui se caractérise par la survenue de façon assez fréquente d'engainements périnerveux qui remontent jusqu'à la base du crâne. Et donc, on avait vraiment besoin d'une imagerie qui soit extrêmement précise pour explorer la base du crâne et voir si effectivement il y avait une atteinte à cet endroit-là. Ensuite, nous avons pris en charge, en accord avec la chirurgie, les patients pour lesquels il y avait vraiment des questions diagnostiques, des suspicions de récidive après chirurgie, radiothérapie. Et je crois que je surprendrai personne en disant que quand on a quand même des difficultés en TEP-FDG à évaluer ces patients-là, parce qu'il y a de tels remaniements thérapeutiques, inflammatoires, qu'on peut avoir des fixations extrêmement importantes en TEP-FDG qui peuvent poser problème dans l'interprétation de l'examen. Donc avoir l'IRM en plus était pour nous un véritable bénéfice. Bref, on a pris en fait en charge tous les cas relativement complexes, et à chaque fois qu'une indication était posée, elle était préalablement validée en RCP. Voilà comment on a fonctionné. Alors ensuite, il a fallu travailler sur le protocole d'acquisition. Alors c'est extrêmement tentant en TEP-IRM de dupliquer les séquences, parce qu'on a envie de tester énormément de choses, mais très clairement, il faut faire le choix entre ce qui est vraiment indispensable pour répondre à la question des cliniciens et surtout éviter de se retrouver totalement noyé sous une abondance d'informations redondantes. Et donc, il a fallu travailler à l'optimisation du protocole d'examen. Alors, cette optimisation, elle a été menée de front par les médecins nucléaires et les neuroradiologues. Et elle devait répondre à un double objectif, parce que d'emblée on s'était dit on ne va pas faire juste une exploration cervicale, on va faire l'exploration cervicale certes, mais on va aussi faire l'acquisition corps entier pour le bilan d'extension à distance. Donc très rapidement tout ça s'est transformé en une course contre la montre, parce qu'il fallait faire beaucoup de séquences dans un temps relativement contraint, puisqu'il ne fallait pas qu'on dépasse 1 heure de créneau d'examen, puisqu'on voulait faire 12 examens par jour environ. Alors, on a beaucoup réfléchi sur la façon de faire les choses, on est revenu en arrière, on s'est posé beaucoup de questions. Initialement, en 2015, on était sur à peu près 1h20 de temps d'acquisition, ce qui est long pour des patients qui peuvent avoir des troubles de déglutition, etc. C'est trop long, ils finissent par bouger. Avec le travail qu'on a mené, donc avec les radiologues, on est arrivé maintenant à une acquisition de 40 à 50 minutes, installation du patient compris sous la caméra. Donc, comment on fait en pratique? L'examen est partagé en 2 parties. Donc, on commence par une acquisition ciblée qui est centrée sur les régions de tête et cou. Donc, avec d'une part l'acquisition TEP en haute résolution et de façon simultanée l'acquisition IRM avec au moins les séquences de type Dixon, donc la séquence pour correction d'atténuation, puis les séquences indispensables en IRM. Donc, ce sera tout d'abord l'axial T1, axial T2, diffusion et au moins une séquence 3D après injection de gadolinium. Puis, selon l'indication, nous pouvons rajouter d'autres séquences optionnelles, mais sans en rajouter trop. Et puis, ensuite, une fois que c'est fait, on passe à l'acquisition corps entier. Donc là, cette acquisition, elle est partagée en 4 parties pour balayer ensemble de régions d'intérêt. Et donc, à chacune des 4 parties, on va faire une acquisition TEP et on va faire l'acquisition de 2 séquences IRM, donc toujours la séquence type Dixon pour correction d'atténuation et la séquence axiale T1, donc qui sera fait après injection de gadolinium, donc l'injection de gadolinium qui était déjà réalisée sur l'acquisition initiale à niveau de tête et cou.
Alors, donc, comment on a fait pour choisir les séquences IRM? Donc, comme on a dit, on était limité dans le temps, donc il fallait réfléchir aux séquences appropriées, les plus importantes. Donc, on commence par l'axial T1, sans saturation de la graisse. C'est vraiment une séquence basique, mais fondamentale, surtout dans les régions de tête et cou. On peut préciser les localisations lésionnelles dans la graisse environnante. Et également, on peut regarder l'envahissement osseux. Donc, ici, par exemple, l'os, il préserve l'hypersignal T1, donc ça va dire qu'il n'est pas envahi. Puis, on a l'axial T2, donc ça, c'est une séquence qui nous permet de voir les limites lésionnelles, voir l'extension ganglionnaire et aussi l'extension périnérale. On a la séquence de diffusion, donc qui est assez rapide pour permettre de voir s'il y a une hypercellularité. Dans certains cas, la séquence coronale T2 est intéressante, notamment pour regarder s'il y a un envahissement de structure encéphalique. Donc, comme on voit ici, cette lésion, elle refoule le cervelet, mais sans l'envahir. Puis, dans les cas de bilan de suivi, on recherche une récidive, on voit un peu plus loin, on fait également des séquences de perfusion, donc notamment les séquences ASL, c'est une séquence de perfusion sans injection de produits de contraste, qui n'est pas sensible aux artefacts de susceptibilité magnétique, donc c'est particulièrement intéressant dans les régions de tête et cou. Et donc ici, par exemple, on voit qu'il y a un segment hyperperfusé. Ensuite, on va injecter les gadolinium, donc on va faire au moins 3D T1 après injection. Et parfois, dans les lésions plus complexes, on va faire un axial ou coronal T1 après injection pour préciser l'extension lésionnelle. Donc, TEP est réalisé en même temps et dans le même référentiel, ce qui nous permet ensuite de faire la fusion entre TEP et n'importe quelle séquence IRM qu'on veut regarder. Alors, ça fait à peu près 2 ans qu'on utilise cette machine, donc c'est l'heure du premier bilan. Depuis le début, on a fait environ 150 examens TEP IRM, donc voilà, maintenant on va vous montrer ce qu'on en pense. Alors, tout d'abord, en imagerie de tête et cou par rapport à un TEP scanner, IRM a un net avantage, déjà en termes de contraste, mais aussi ça permet de diminuer les artefacts métalliques, notamment dans les régions de la sphère buccale, où il y a souvent beaucoup d'artefacts dentaires. Donc, comme on voit ici sur les scanners, il y a beaucoup d'artefacts, donc on ne voit pas grand-chose. Alors que sur l'IRM, on arrive à voir cette lésion avec une prise de contraste, et la fusion TEP-IRM nous permet clairement d'identifier cette lésion du plancher. Donc, il y a une véritable complémentarité entre la TEP et l'IRM. Donc, notamment en cas des artefacts sur l'IRM, donc des fois on a des cas un peu difficiles. Donc, comme ici, on voit qu'il y a une lésion gingivomandibulaire à droite, mais on a vraiment du mal à préciser son extension, autant sur le T1 sans injection que sur le T1 après injection de gadolinium. Alors que la fusion avec la TEP nous permet de voir qu'il y a bien un envahissement osseux-mandibulaire ici. Donc, pour délimitation tumorale, TEP-IRM, c'est plus intéressant que TEP-scanner. Ça permet de bien voir une extension tumorale. Donc, ici, par exemple, au niveau du scanner, même scanner avec injection, on voit qu'il y a un envahissement osseux, mais finalement, on a du mal à savoir où est-ce qu'il y a la lésion et préciser son extension. Donc, par contre, ici, on voit bien qu'il y a cette lésion donc, qui touche les... avec une extension osseuse. L'extension osseuse, on la voit très bien, mais on voit aussi que la lésion elle touche le sillon intermaxillaire et on voit qu'il y a une extension à niveau de l'espace masticateur. Et ensuite, la fusion avec la TEP, ça nous permet de mieux voir quelle est exactement l'extension et préciser les endroits d'hypermétabolisme les plus importants. Donc, également, dans les territoires anatomiques complexes, c'est particulièrement intéressant. Là, dans les cas d'extension périnérale, sur le scanner, souvent, on ne voit pas bien l'extension.